Bonjour, bienvenue à l'Institut du monde arabe. Nous sommes dans la salle de la présidence et non pas à la bibliothèque de Lima où se déroulent normalement, habituellement, les rencontres littéraires, une heure avec. Et changement de décor, mais pas changement de formule, une rencontre d'une heure, un peu moins d'une heure, dans cette formule qu'on pourrait appeler l'Institut du monde arabe vient chez vous. Vient vous présenter des écrivaines, comme aujourd'hui Dima Abdallah, avec qui on va passer un moment autour de son roman Mauvaises herbes, paru chez Sabine Vespizer. Et c'est Clémence Azincourt qui va nous accompagner tout au long de cette rencontre. Et c'est Clémence qui va commencer avec un extrait de Mauvaises herbes. Beyrouth, 1983. La main du géant est tellement immense qu'un seul doigt me suffit. Il me tend toujours le doigt au lieu de me prendre par la main. Je sens l'épaisseur de chaque phalange sous ma paume qui serre fort. Quand l'auriculaire m'échappe, il me tend l'index. Je marche en titubant un peu parce que c'est souvent difficile pour moi d'avancer au bon rythme. Je sais qu'il sait parfaitement où aller. Alors je le suis péniblement, m'accrochant comme je peux au doigt à un rythme bien trop rapide pour mes petites jambes et dans un espace bien trop grand et chaotique pour que mes petits yeux l'apprivoisent. À ma hauteur, il n'y a que mes camarades qui s'agitent et s'agglutinent autour de nous. Je n'aime pas beaucoup mes camarades, surtout quand ils pleurent. Et je n'aime pas quand il y a autant de gens et autant de bruit. Moi, je n'ai pas trop peur, vu que je suis avec mon géant. J'ai décidé que dans ce genre de situation, il fallait lui faire confiance. Il est fort et il est très intelligent. Quand le doigt m'échappe, je m'agrippe à un bout de tissu du pantalon qui couvre l'énorme cuisse. Il s'arrête alors et me tend de nouveau la main, l'auriculaire ou l'index. Il me dit parfois des choses que j'entends mal, alors je ne lui réponds pas. Mais ce n'est pas trop grave, on se parlera plus tard. Je me contente de m'accrocher à la main et je reste bien concentrée pour ne surtout pas la lâcher. Je serre fort ce doigt, je sais que c'est important. Je lève parfois la tête pour regarder son visage. Et je me dis à chaque fois qu'il est drôlement grand. Il est venu me chercher dans une cour qui n'est pas la mienne. C'est là qu'on nous rassemble dans ces cas-là, quand ils appellent les parents pour qu'ils viennent. C'est dans cette petite cour que les enfants se mettent à pleurer et à sangloter en chœur. Il y a le premier, et comme un effet domino, ils se mettent tous à pleurer les uns après les autres. Moi, j'ai toujours regardé ces scènes avec incompréhension. Je les envie d'être aussi similaires, aussi coordonnés. J'avais beau essayer de penser à des choses tristes pour pouvoir pleurer avec eux, je n'y arrivais pas. Non, moi, comme d'habitude, dès que les tirs se sont intensifiés, j'ai prié pour que ça dure assez longtemps pour inquiéter les professeurs. Je savais que plus le bruit était fort, plus les explosions étaient régulières et rapprochées, plus on avait une chance de rentrer chez nous. Je ne suis pas bête, je sais qu'il se passe quelque chose de sérieux. Les adultes emploient un ton très solennel quand ils en parlent. Ils sont souvent très nerveux. Par exemple, ils n'aiment pas quand on achète des pétards et des feux d'artifice. Et quand ils en entendent un éclater, ils insultent parfois les gamins dans la rue. Moi, je crois que ce n'est pas si grave que ça, ces histoires de guerre. Et je n'aime pas trop parler de ces choses-là. Ça ne me regarde pas. Et puis je ne suis pas très douée pour parler des choses sérieuses. Aux premières détonations, personne n'a réagi dans la classe. C'est à peine si la maîtresse a arrêté de parler quelques secondes. Le bruit semblait encore lointain et irrégulier. Moi, je n'écoutais plus rien de ce qu'elle disait et je priais ciel et terre pour que les tirs s'intensifient et que le bruit se rapproche. J'ai inventé une petite prière que je fais dans ma tête quand j'ai quelque chose à demander à Dieu. Mon Dieu, à moi, pas celui des autres. Celui des autres, je ne l'aime pas trop. Quand le visage de la maîtresse s'est crispé, j'ai tranquillement commencé à ranger mes affaires dans mon cartable avant même qu'elle nous le demande. Avant de donner l'ordre de sortir de la classe, elle prend toujours la peine de dire aux enfants « Ce n'est pas grave, il ne faut pas paniquer », sans en perdre son français. Ce à quoi la classe entière répond toujours par des cris d'effroi en chœur et en arabe. Une fois dans la petite cour où on attend les parents, c'est un concerto, un psychodrame que je regarde comme un film. C'est les caïds qui me fascinent le plus. J'observe à chaque fois avec émerveillement ces petits durs sanglotés dans les jupons de la maîtresse.
Je les dévisage, subjuguée par les larmes, la sueur et la morve qui coule à flot. C'est peut-être parce que je suis la seule à ne pas pleurer que la maîtresse ne m'aime pas. Moi, je n'arrive pas à me forcer à pleurer. Ce n'est pas de ma faute. J'ai vraiment essayé pourtant. J'essaye à chaque fois. À côté de mes camarades en panique, je jubile en essayant que ça ne se remarque pas trop et je guette l'arrivée de mon géant à travers un petit trou dans le mur de la cour. Un trou si petit qu'on ne distingue presque rien à travers. Ça ne m'empêche pas d'essayer de guetter sa venue. Puis, le visage écrasé sur le mur, on me voit moins. On voit moins qu'aucune larme ne veut bien couler de mes yeux. Merci Clémence. Dima Abdallah, c'est le début de votre roman qu'on vient d'entendre. C'est le début de Mauvaises Herbes. Je le rappelais tout à l'heure, publié chez Sabine Vespizer, paru à la fin du mois d'août de cette année et primé par le prix envoyé par la Poste. C'est votre premier roman et peut-être qu'on reviendra aussi à la raison pour laquelle celui-ci, ce manuscrit-là, a eu un autre sort que tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent. Mais peut-être pour expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent un peu la manière dont se présente ce roman. On a entendu, c'est à la première personne, mais il y a deux voix à la première personne, celle de la petite fille qui n'a pas de nom et qui raconte au jour le jour presque sa vie à Beyrouth, puisque nous sommes à Beyrouth, et l'époque dans laquelle se développe le roman, c'est entre 1983 et 2019, donc toutes ces années où on voit la petite fille devenir adulte, quitter Beyrouth pour vivre à Paris avec une partie de sa famille, alors que son père reste à Beyrouth. Et l'autre voix qui dit « je » dans le roman, c'est précisément celle du père. Alors, évidemment, quand on sait que vous êtes né à Beyrouth, que vous êtes venu vivre à Paris en 1989, on imagine immédiatement qu'il y a au moins quelque chose d'autobiographique. Mais je dirais qu'une fois qu'on est entré dans le roman, ce n'est plus la question essentielle, et donc c'est une question que je ne vous poserai pas, en tout cas pas tout de suite. Mais j'ai lu ce roman comme, avant tout, l'histoire d'une relation, de la relation entre un père et une fille, l'histoire d'un amour qui ne trouve pas les mots pour s'exprimer. Oui, tout à fait. Je vous remercie pour votre lecture. C'est tout à fait ça. En fait, je dirais que le personnage principal de ce roman, le troisième personnage, mais celui qui est central, c'est la relation même qu'il y a entre le père et la fille. C'est en aucun cas un récit de guerre ou un récit d'enfance ou un parcours de vie. C'est vraiment cette relation-là qui est au centre en permanence. La guerre civile, qui est pourtant le contexte très, très interpellant pour le lecteur quand même, ce n'est pas un contexte anodin, et qui se déploie dans la première partie du roman, et n'est finalement que le décor de fond, n'est finalement qu'un prisme, n'est finalement que ce contexte extrêmement violent qui vient mettre en lumière encore plus fort la profonde solitude, la profonde différence, la profonde originalité des deux personnages. Donc oui, la fille et le père sont les deux personnages principaux, mais le troisième personnage, celui qu'on suit, celui qu'on raconte dans ce roman, c'est la relation. Alors, je disais donc un roman à deux voix alternées, et ces deux voix sont comme deux monologues alternés, qui à la fois s'adressent, enfin, dans lequel chacun s'adresse
à soi-même, comme dans un journal, et en même temps, chacun s'adresse à l'autre comme dans une lettre. Donc, il y a, et c'est vraiment ce qui fait l'originalité même de ce roman, il y a tout le temps des échos, comme des réverbérations qui passent d'un chapitre à l'autre, d'une voix à l'autre. Oui, tout à fait. C'est quand même l'histoire d'un très long silence. Le silence, il est assourdissant, il est très présent dans les « je ne lui dirai pas que », qui se répètent, qui reviennent, que ce soit le père qui le dise, je ne lui dirai pas que, ou que ce soit la fille, ils s'épargnent beaucoup de choses, ils ne se disent pas grand-chose, il y a un silence qui j'imagine doit être pesant au bout d'un moment, mais ces chapitres-là, qui sont des monologues, finissent par leur manière de s'alterner, par former un dialogue. Finalement, ces deux personnages se disent énormément de choses. La littérature leur fait dire beaucoup de choses. Les mots qu'ils ne trouvent pas sont écrits finalement. Les mots qu'ils ne se disent pas, ce n'est pas le fait qu'ils ne s'adressent pas l'un à l'autre qui fait qu'ils ne se parlent pas. Finalement, dans ce roman, dans la manière dont il est construit et dans cette alternance des deux voix, c'est comme un dialogue. Finalement, le dialogue se fait. Oui, comme un dialogue à la fois silencieux et intérieur, intériorisé. Parce que vous avez très justement mis l'accent sur ce mutisme. Alors, je ne sais plus lequel de deux, à un moment donné, dit un mutisme de 36 ans. Et ce mutisme est d'autant plus étonnant, à première vue, quand on sait que le père est un intellectuel, il est journaliste, il est poète, donc c'est un homme de mots. Mais précisément, d'autres mots peut-être. Ou peut-être c'est à cause de tous ces mots qu'il a mis dans les livres, comme dit sa fille, qu'il ne peut pas. Je crois que c'est vraiment un langage de petite fille. Quand elle dit c'est peut-être parce qu'il écrit beaucoup qu'il ne parle pas. Je pense que c'est vraiment juste une voix narrative de petite fille. Non, je crois que ouais, votre question est très intéressante et très importante parce que ce mutisme-là, il a plusieurs raisons. On imagine bien que le mutisme de la petite, aussi bien de la petite que du père d'ailleurs, est dû à l'extrême importance qu'ils accordent à la justesse des mots. C'est-à-dire c'est quelque chose qui revient très souvent dans le roman. Je crois que le père, à un moment, il dit « Je ne comprends pas les gens qui parlent à non plus finir sans même réfléchir à ce qu'ils disent. » Il dit « Je crois qu'il n'y a aucun... On dirait qu'il n'y a aucun filtre entre leur cerveau et leur langue. » Donc ils n'aiment pas, déjà ils sont extrêmement pudiques, extrêmement économes de mots et ils n'aiment pas les bavardages. Et ça c'est d'une part, mais d'autre part... Et la fille est terriblement exigeante. Oui, bien sûr. Elle n'est pas du tout contente des compliments que lui fait son père. Elle veut des mots justes, oui. Bien sûr, elle veut des mots justes, elle veut des mots matures. Et je crois que ce silence-là aussi est le silence de l'absurde finalement. Parce que si on s'imaginait finalement, imaginons-nous, prenons-nous au jeu de s'imaginer que ces deux personnages-là, finalement, n'étaient pas des pudiques, n'étaient pas des taiseux. Qu'est-ce qu'ils auraient à se dire sur ce qui se passe de plus important autour d'eux? C'est horrible, c'est affreux. Enfin, je pense que là où l'absurde triomphe, les mots s'évanouissent. Et je crois que c'est quelque chose qu'il dit, le père. Il dit « elle se taisait parce qu'il n'y avait plus de mots ». Je crois que c'est une attitude qui est assez commune finalement de se taire quand l'émotion est bien trop grande, quand la violence ambiante est bien trop grande, pas seulement parce qu'il faut fonctionner, mais parce que, comme le père le dit,
quand il parle de son procédé d'écriture, il dit les mots sont le sens, les mots sont le tangible, c'est sa manière à lui de livrer sa bataille, mais les mots qu'on se dit, finalement, je crois que c'est assez commun qu'ils s'évanouissent dans des situations pareilles. Et dans des dialogues, finalement, qui n'auraient que des choses assez banales, finalement, à se dire. C'est-à-dire, c'est affreux, on va tous mourir, enfin. Qu'est-ce qu'ils auraient, finalement, à se dire Et alors, il trouve justement, il faut qu'il s'invente une autre langue et presque un autre alphabet pour se dire des choses. Et alors, ça passe, par exemple, par la connaissance des mains. J'étais très, très frappée parce que les mains sont très importantes. On l'a entendu dans le début qu'a lu Clémence Azincourt. La petite fille prend le doigt et elle connaît chaque millimètre de la main de son père. Et puis, quand on avance dans la lecture, on se rend compte que c'est toute la famille, au fond, qui a cette espèce de savoir, de connaissance incroyable de la main de l'autre. Parce que le père connaît aussi par cœur la main de sa femme, et la fille, quand elle deviendra adulte, elle deviendra mère, elle connaît aussi par cœur la petite main de sa fille. Donc, qu'est-ce que c'est que ce savoir du corps qui est l'une des manières de pouvoir faire passer quelque chose quand les mots n'y arrivent pas. Oui, c'est vrai que la main revient très souvent. La main de la première scène, c'est ce qui est à sa hauteur. C'est ce qu'elle touche et ce qu'elle voit. Mais bien sûr que tout au long du roman, c'est bien plus que ça. Je pense que les mains, et là c'est l'écrivain qui parle, je pense que les mains sont une partie du corps qui peut dire beaucoup de choses. Les mains peuvent être la tendresse, peuvent être l'amour, peuvent s'exprimer de manière érotique, mais peuvent aussi s'exprimer de manière extrêmement violente. Je crois que si je me souviens bien, dans un des derniers chapitres du père, il est presque effrayé par la perfection de la mécanique de la main. Il dit on a été doté d'une intelligence et de l'outil parfait pour s'en servir. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je regarde beaucoup chez les gens. Et je trouve que c'est quelque chose qui dit beaucoup de notre métier, de notre parcours, je suis assez sensible à ça. Mais pour en revenir au roman, le père voit finalement, il dit qu'il voit les mains de sa fille devenir de moins en moins potelées, s'affiner, grandir. Oui, il ne parle pas de son corps, il parle de sa main, mais peut-être avec ce souvenir justement de ces deux mains qui se tiennent, on passe finalement énormément d'années à tenir la main de nos parents. Oui, d'ailleurs, il dit à un moment donné, je ne suis bon à ce qu'on se tienne... Qu'à ce qu'on se tienne la main. Oui. Ouais, Et alors, on est tantôt dans la tête de l'un, tantôt dans la tête de l'autre, tantôt dans la tête du père, tantôt dans celle de la fille. Et il y a des motifs comme celui de la main qui reviennent comme ça, presque de manière, j'allais dire pour filer la métaphore, des plantes presque de manière rhizomatique. Elles disparaissent, les mains, et puis elles reviennent. Et puis il y a d'autres thèmes qui reviennent, eux, de manière lancinante, obsédante, comme le motif, enfin le thème de la peur. La fille dit « ma boule et moi ». Elle parle de cette boule qu'elle essaye d'enfoncer au plus profond de son corps
pour surmonter la peur? Oui, alors il n'y a pas que ce thème de la boule au ventre ou de la boule à la gorge qui revient. C'est un texte qui tourne énormément en boucle. C'est-à-dire qu'il est, il est presque... je ne sais plus quelle personne m'a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée, on dirait presque un boléro. C'est-à-dire qu'il y a des termes qui reviennent, il y a des expressions qui reviennent en permanence, et il y a aussi dans cette relation qui tourne en boucle, qui n'évolue pas ou qui évolue en restant finalement la même, dans des rôles inversés, dans une incapacité à se parler, dans beaucoup de choses qui restent tout du long. Il y a quelque chose comme ça de cyclique, oui. Mais oui, cette boule-là, je pense que c'est toute cette angoisse et toute cette conscience de ce qui l'entoure qu'elle n'arrive pas à exprimer et qu'elle ne peut pas exprimer vu la détresse des adultes autour d'elle. C'est-à-dire que cette petite, elle est assez intelligente quand même, et elle sent bien qu'il n'y a pas tellement la place pour ça. Il n'y a pas la place pour des caprices, pour dire je me sens pas bien, ou on m'a pincé à l'école, ou elle évalue la situation. Et elle l'évalue très justement, parce que le père, on sent bien que dans le personnage du père, il est presque incapable de supporter la souffrance de sa fille. Elle l'épargne beaucoup. Elle l'épargne beaucoup, et elle épargne les autres membres de sa famille aussi. Et oui, parce que finalement, on se pose la question de savoir qui protège qui. En réalité, ils se protègent l'un l'autre. Oui. Et pour arriver à se protéger, enfin à protéger l'autre plutôt, il faut aussi être capable de mettre un masque qui est celui de l'indifférence devant le chaos, devant les détonations, les bombes, devant la peur des enfants. Oui, mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, parce que je pense que cette petite, d'entendre son père sortir des blagues à tout va et lui dire on a bien fait ça tombe bien qu'on rentre plus tôt que prévu à la maison, on va s'arrêter manger une glace et tout. Elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe. Et je veux dire, la panique du père n'en est que plus criante. C'est comme quand elle l'appelle mon géant. On est tellement dans le superlatif qu'on pourrait presque remplacer mon géant par mon petit. Vous voyez ce que je veux dire? On est ils s'épargnent tous les deux, mais ils cherchent à se protéger, mais ils n'arrivent pas à se protéger, ni l'un ni l'autre. La petite parce que déjà c'est pas son rôle, et le père parce qu'il est complètement démuni dans cette violence complètement démente qui déferle sur le pays. Et alors, d'autres raisons d'avoir peur, d'autres moments qui sont très très douloureux pour cette petite fille, ce sont tous les arrachements, toutes les séparations quotidiennes. Et là aussi, elle fait bonne figure, si on peut dire. Elle se veut courageuse, solide, sauf qu'un jour, ça craque. Il y a une manifestation de crise qui sera diagnostiquée aux urgences comme une crise d'angoisse. Et je vous propose d'écouter Clémence nous lire un extrait. C'est sur le chemin du retour. Une fois la crise passée, une fois la peur de la maladie et de la mort écartée, que j'ai réalisé. J'ai réalisé qu'elle avait tellement peur qu'elle n'arrivait plus à respirer. J'ai réalisé qu'elle n'avait que 9 ans et qu'elle était déjà tellement effrayée que l'oxygène n'arrivait plus à se frayer un chemin jusqu'aux poumons. J'avais déjà remarqué qu'elle était sensible. Je n'avais pas besoin du diagnostic du médecin pour le savoir. J'avais bien vu qu'elle était toujours réticente à aller dormir. Peut-être pas uniquement parce que sa chambre n'est pas sa chambre. Peut-être pas seulement parce qu'on risque de la réveiller en pleine nuit pour aller je ne sais où.
Peut-être pas seulement parce que l'air du pays est devenu si fétide que ses poumons le rejettent. Peut-être pas seulement parce qu'elle se réveille parfois au son des déflagrations. C'est après que j'ai réalisé l'absurdité de la phrase du médecin. C'est après que je me suis demandé comment il a pu mettre « c'est une crise d'angoisse » et « ce n'est rien de grave » dans la même phrase. C'est après que j'ai réalisé qu'elle ne me parlait pas. Jamais. Elle ne dit rien de ce qui ne va pas. Elle ne me dit rien. C'est après que j'ai réalisé que c'était certainement pour m'épargner qu'elle ne disait rien. Pire encore, c'est parce qu'elle ne sentait pas la place, l'espace, la force chez moi pour dire, pour raconter. J'aurais voulu être assez heureux pour qu'elle me dise sa tristesse et son angoisse. J'aurais voulu être celui qui respire à plein poumon pour qu'elle puisse me confier le poids sur son petit thorax. Celui qui est assez serein pour qu'elle vienne me parler. Celui qui est assez solide pour qu'elle me dérange, me remue sans me faire m'écrouler. J'aurais voulu être celui qu'elle peut perturber, bousculer. Elle m'avait démasqué depuis bien longtemps. C'est elle qui me souriait. J'aurais voulu aussi être celui qui a un clan, une meute, celui qui a un parti, une milice, celui qui est assez armé pour qu'elle sente que je la défendrai de tout et de tous. J'aurais voulu être fort. Et être fort ici, c'est tuer, c'est torturer. J'aurais voulu être de ceux qui tuent et de ceux qui torturent. J'aurais voulu être un expert en matière de torture. J'aurais voulu être leur chef, ne pas être étranger, ne pas être marginal, n'avoir aucune morale, aucun scrupule à tuer. J'aurais voulu être de quelque part pour qu'elle s'y sente chez elle. J'aurais voulu être le pire des meurtriers. J'aurais voulu être fanatique. J'aurais voulu épouser la pire des causes, me rallier au plus impitoyable des partis, à la plus cruelle des milices. J'aurais voulu choisir un clan sans hésiter, avec pour seule exigence qu'il soit le plus fort et le mieux armé. J'ai repensé à son visage qui me souriait aux urgences de l'hôpital et j'y ai vu mon échec. J'ai repensé à ses yeux et j'y ai vu ma faillite. J'ai mis 9 ans à réaliser qu'elle ne me disait jamais rien, ou si peu, que sur le chemin de retour de l'école, elle disait toujours « oui, ça s'est bien passé ». 9 ans sans jamais avoir été bousculée dans la cour de récréation, sans jamais être tombée de la balançoire ou avoir eu trop chaud dans la classe en été. 9 ans à n'avoir jamais eu peur des bombardements, des cages d'escalier, des abris, des voitures piégées, des années à me contenter de « oui, ça s'est bien passé ». Je roulais dans la nuit et pour la première fois depuis longtemps, je prêtais attention aux trous d'obus sur le bitume et aux immeubles écroulés, aux autres mouchetés de trous, aux autres désertés. Pour la première fois, j'ai compté au fur et à mesure le nombre de checkpoints qui nous séparaient de la maison qui n'est pas notre maison. J'ai tout vu et j'ai compté. J'ai vu tous les immenses posters des leaders accrochés sur les poteaux électriques, sur les immeubles, sur les lampadaires, sur les voitures et sur les arbres. J'ai vu les mosaïques des photos de martyrs placardées à chaque coin de rue. J'ai vu l'horreur des ombres sur tous ces visages, à la lumière des phares de la voiture. Je roulais et je voyais les visages fantomatiques des hordes de l'infâme s'animer dans la nuit. Je voyais tout. J'aurais presque pu voir les atomes de poudre en suspension dans l'air. Je n'avais jamais vécu une telle lucidité. J'avais travaillé ma mémoire au corps pour parvenir tous les jours à tout oublier. L'habitude m'avait aidé à anesthésier toutes les images de la démence et de la déchéance. L'habitude et le quotidien m'avaient aidé à ne plus y prêter attention, parce qu'on s'habitue à tout. Je m'étais habituée à ce paysage. 11 ans de guerre civile. 11 ans. C'est long. On s'adapte. La rétine et le cerveau classent les images dans la case de ce qui est connu, et ce qui est connu devient banal. On ne remarque plus les nouveaux posters et photos qui envahissent la ville, ni les nouveaux trous, ni les nouveaux impacts, pas plus que le vide laissé par ceux qui sont morts la nuit d'avant. On ne fait plus de bilan de ce qui est parti, de ce qui a changé, de ce qui a muté d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Ce soir, je voyais tout. Dima Abdallah, parmi les choses, on a du mal à reprendre la parole après ce passage, après cette lecture. Mais parmi les choses précisément dont elle ne peut pas parler,
il y a ce qui se passe dans la cour de récréation quand ses camarades, la somme de déclarer son identité, sa confession religieuse, la confession de ses parents. Mais qu'est-ce qu'on répond quand on n'est rien, dit-elle, c'est-à-dire quand on est à la fois ceci et cela. Et qu'est-ce que ça veut dire n'être rien au milieu de tous les autres qui sont tellement définis, y compris dans leur papier d'identité, par une confession religieuse. Ça veut dire être très seul. Ça veut dire être extrêmement isolé. Ça veut dire être extrêmement exilé parmi les siens, se sentir profondément étranger à ceux qui nous entourent. Et je crois que c'est le cas pour les deux personnages. C'est très... ça saute aux yeux dans le roman. Il ne faut pas oublier que ce sentiment qu'ils ont d'être différents, d'être étrangers. Le père, on l'aurait mis ailleurs, ça aurait été un pur libertaire. C'est pas seul, je veux dire, on l'aurait mis à Paris au XXe siècle, au XXIe siècle, ça aurait été une mauvaise herbe de la même manière. Mais ce qu'il faut rappeler, et ce qui est vraiment primordial à comprendre pendant une guerre civile, parce que c'est pas n'importe quelle guerre, c'est que ce choix-là, que j'appelle moi le choix de la liberté, il est extrêmement cher à payer, et surtout pour un homme. Pour moi, c'était essentiel de questionner la place d'un homme spécifiquement et pas d'une femme. Là, c'est une petite fille, c'est encore autre chose. Mais c'est de questionner la place d'un homme et de questionner ce qu'on exige d'un homme pendant une guerre civile. Et de cet homme-là, en l'occurrence, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire, on attend de lui, comme il le dit, comme dans le passage que vous venez de lire, on attend de lui d'être violent. On attend de lui de prendre parti, ne serait-ce que en écrivant à la gloire de telle ou telle milice. C'est une manière de participer qui est plus propre, mais qui est là aussi pour légitimer des meurtres, des tortures, parce que tout le monde s'y met et on sait ce qui se passe dehors. Et voilà, donc je voulais vraiment insister sur le fait que ce n'est pas une place à part qu'ils s'accordent eux deux, c'est-à-dire ils ne se disent pas on est différent des autres parce qu'on est ce qu'on est, ce n'est pas uniquement ça, c'est les autres qui leur font vraiment sentir, parce que la petite fille, en lui demandant toutes les 2 secondes avant même son prénom, t'es de quelle confession, et le père, pour un intellectuel de son genre, il faut bien imaginer que ce n'est pas du tout les mêmes opportunités de travail. D'une part, ça c'est le moins grave qu'on peut avoir quand on est un libertaire comme ça, sans aucun clan, sans aucune faction. Aucun parti. Exactement, mais c'est aussi qu'on est, comment dire, très exposé. C'est-à-dire qu'on est finalement, on est protégé par personne. Les miliciens, ils sont partout. Ils protègent chacun leur camp. Et quand on est d'aucun camp, on n'est ni soutenu, ni protégé des autres par les nôtres. Vu que les nôtres, c'est justement quelque chose qui leur est profondément étranger comme terme. Les nôtres. C'est vraiment terrible comme terme. Mauvaise herbe. Mauvaise herbe, vous mettez en exergue de votre roman une phrase de Agatha Christie qui dit « Une mauvaise herbe n'est jamais qu'une fleur qui pousse au mauvais endroit ». Et effectivement, le père et la fille sont des mauvaises herbes, c'est-à-dire qui ont poussé, qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis on n'a pas le temps, mais c'est à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui, je l'espère, liront ce livre, de découvrir aussi tout l'univers des plantes, parce que l'autre manière qu'ils ont de
de se parler sans parler directement des violences qu'ils subissent, c'est à travers le monde végétal, à travers les plantes, et en particulier donc ces mauvaises herbes qu'on appelle aussi des plantes adventices. Et adventices, l'étymologie, c'est une étymologie latine, ça veut dire qui sont étrangères. Bon, donc qui sont là, mais que personne n'a voulu précisément là, oui, qui font des ordres. C'est la définition même, c'est-à-dire que le bleuet qui est dans un champ de blé est une plante, est une mauvaise herbe. Il pousse parmi autre chose. Et si on se met à cultiver du bleuet sur son balcon, ce n'est plus une mauvaise herbe. Donc, c'est se sentir étranger à ce qu'on cultive dans la société. C'est vraiment ça. Et c'est le cas des deux personnages. Et effectivement, ce fil botanique, on le retrouve tout au long du roman. C'est leur manière de se dire la poésie de la vie qu'ils partagent. C'est leur manière de communiquer, effectivement, mais pas seulement. Je crois que c'est leur manière à chacun, parce qu'on voit cette sensibilité-là aussi quand elle est seule au Jardin des Plantes ou lui seul au Jardin du Luxembourg. C'est leur manière d'appartenir au monde et de le voir. C'est sous cet angle-là, en tout cas, celui de la poésie, qu'ils abordent le monde. Et puis, il y a aussi cette idée, cette image du pollen, parce que beaucoup de stratégies ou de parades pour faire face à la peur et à la violence consistent à esquiver, par exemple, les souvenirs ou ce qu'on a vu dans la journée, à l'effacer, mettre le compteur à 0 et recommencer, d'où Sisyphe qui revient souvent, un travail toujours recommencé. Mais parmi ces parades, effectivement, il y a l'oubli, donc pas de souvenirs. Sauf qu'à un moment, je crois que c'est elle, la fille, qui se dit, mais au fond, on pourrait imaginer que les souvenirs, qu'on pourrait planter des souvenirs comme on plante des graines, et que ce pollen qui viendrait après pourrait se diffuser et jusqu'à changer, à bouleverser la chimie de la Terre tout entière. Donc, oui. C'est un peu voué à l'échec, hein, leur entreprise. Je crois qu'on le sent dès le début du roman. C'est-à-dire qu'effectivement, ces mauvaises herbes, elles peuvent être aussi comprises comme ces souvenirs qu'ils veulent arracher en permanence, mais aussi bien le père que la fille sont rattrapés en permanence par leur mémoire. Et je crois qu'ils sont l'un pour l'autre des révélateurs de souvenirs. C'est-à-dire que finalement, c'est le père qui est le plus grand révélateur des souvenirs de la fille, et inversement. Je crois que le père, il le dit justement quand il rentre de cette fameuse nuit aux urgences. Il dit, elle est ma mémoire, toutes les images de l'absurde et me reviennent, et de la violence me reviennent en tête l'une après l'autre. Tout ce que j'avais chassé de ma mémoire me revient. Et il dit, elle est ma mémoire, elle est toutes les mémoires. Et plus tard, quand la petite devient femme à son tour et a un enfant, elle dit aussi pour sa fille, elle est ma mémoire, elle est toutes les mémoires. Donc il y a dans cette volonté d'oublier, je crois que c'est assez commun, même si on sort de la guerre civile et de la psychologie particulière de ces deux personnages, je crois que dans l'acte d'aimer, il y a une mémoire qui nous rattrape. En fait, finalement, aimer, c'est le contraire de s'exiler. Et aimer, c'est forcément se rappeler, je crois. Alors, on disait tout à l'heure, vous disiez, vous parliez de cette structure circulaire, vraiment, où on revient comme une sorte de mélopée,
on revient, mais ce n'est jamais tout à fait au même point. Donc il y a à la fois l'effet de retour à, mais en même temps on avance dans l'histoire. Et à la fin, disons, on arrive à ce que ces personnages, justement, changent leur appréhension des souvenirs, de la mémoire, jusqu'à une sorte aujourd'hui on dirait avec un mot à la mode, de résilience, on pourrait dire simplement de renaissance. Et pour la fille, oui, mais pas pour le père. Pour le père, c'est le chemin inverse. C'est le chemin inverse, mais c'est un chemin aussi de lucidité toujours plus grande. Et donc peut-être qu'il y a aussi une liberté dans le fait de devenir de plus en plus lucide. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai été frappée en lisant votre tribune dans Le Monde, je crois que c'était le 8 août, tribune dédiée à Beyrouth et à tout ce qui se passe au Liban. Et j'avais l'impression qu'il y avait quand même aussi la voix de cette petite fille qui était dans cette tribune. Donc je reviens à la question de l'autobiographique qui ne m'intéresse pas au premier chef, parce que tout ce que vous dites dans ce roman, c'est la force d'une relation et la relation qui fait face à des violences, quelles qu'elles soient. Mais là, l'autobiographique, je l'ai revu, enfin je l'ai entendu dans cette tribune, où vous disiez, pardon, je rappelle juste ça, vous disiez, rappelle-toi Beyrouth, rappelle-toi que tomber et se relever, c'est ce qu'on passe notre vie à faire. Oui, oui, bien sûr, il y a... vous savez, le roman démarre en 1983, donc on se rend compte que la fille qui a 6 ans est née en 1977. Son exil se passe vers ses 12 ans. Donc il y a comme ça des événements qui font que on se dit c'est l'auteur. Alors j'insiste sur le fait que c'est une fiction, ce n'est pas moi, mais il est évident que en prenant la voix de cette petite qui est née dans les mêmes conditions, qui est dans une famille de 4, qui a grandi une partie de sa vie à Beyrouth pendant la guerre civile, il y a énormément de moi qui s'est infiltré dans mon livre. Et je n'ai pas lutté. Et c'est pour ça que j'aime assez le titre de ce roman, parce que les mauvaises herbes, elles peuvent être aussi vues comme ces souvenirs, mes propres souvenirs, les souvenirs de l'auteur, qui sont venus un peu sans que je les convoque, qui sont venus pousser en fait parmi... sur un terreau qui était destiné peut-être à d'autres. Exactement, et je n'ai pas cherché à aller à l'encontre de ça. Par contre, quand je prenais la voie narrative du père, évidemment que c'était assez satisfaisant pour moi de pouvoir m'éloigner un peu plus de ma condition et de mon histoire personnelle. Parce que tout de suite, quand on prend une voix d'homme, c'est beaucoup plus facile d'être dans une composition plus étrangère à notre intimité. Je vous propose d'écouter un dernier extrait de Mauvaises herbes lu par Clémence. Je ne sais plus ni quand ni comment c'est arrivé. Je n'en ai aucun souvenir. Je ne sais plus ni quand ni comment ni pourquoi j'ai reçu l'ordre archaïque de nager et j'ai obéi. Je ne sais plus quand il y a eu l'odeur du café qui coulait et la première gorgée du matin avec un goût de café. Un matin, je ne sais plus lequel. Il y a eu un livre, je ne sais plus lequel, une page, puis 2, puis un chapitre entier. Il y a eu 50 pas, puis 100, puis 150 jusqu'au café sur le boulevard. Je ne sais plus quand c'était. C'était un printemps, mais je ne sais plus de quelle année. Il y a eu une orange. Il y a eu un soir de printemps et une nuit où l'oreiller n'a pas été trempé. Je ne sais plus quel soir ni quelle nuit c'était. Il y a eu une brise. Il y a eu un mot, puis un autre, puis une phrase. Il y a eu un matin où nos mains se sont retrouvées.
Il y a eu un matin où les pieds ont bien voulu avancer, un pas après l'autre, et sont arrivés jusqu'à l'école. Tu disais que le jour où tu tomberais comme tombe une ville. C'est le pays qui est tombé avec toi. Il n'en reste pas grand-chose. La langue arabe s'est disloquée en moi au fur et à mesure que tu te disloquais. Les mots sont tombés dans l'oubli, au même rythme que ta chute. Des milliers de mots m'ont déserté un par un. Ils m'ont abandonné au rythme où tu m'as abandonné. Chaque semaine un peu plus, chaque mois un peu plus. J'ai ouvert de plus en plus souvent le dictionnaire, puis j'ai sauté des mots, puis des phrases, puis des paragraphes. C'est le dernier des exils, le bout du voyage. Tu n'es pas tombé comme tombe une ville, tu es tombé comme tombe un pays, comme tombe une langue. Ton corps est un peu plié. Ton corps est un peu plié qui prend racine dans une terre qui le reconnaît. Une terre qui t'a rappelé à elle pour te border. Dans une terre qui t'a choisi, toi, et pas un autre, pour continuer à te faire grandir. En toi nichent des oiseaux qui ne savent pas, qui n'ont rien vu de ce qu'on a vu, qui sont propres de tout ce qui s'est passé. La terre t'a voulu pour preuve que quelque chose d'elle se souvient. Quelque chose d'elle a survécu. Quelque chose d'elle ne meurt jamais. Quelque chose d'elle est vieux comme le monde, est éternel et se fout bien de 15 petites années. Quelque chose d'elle se moque bien des milliers d'autres corps. Quelque chose d'elle se moque bien de la fine strate de poudre, d'une couche si fine qu'elle est imperceptible sur une coupe stratigraphique de millions d'années. Elle t'a fait pousser sur un terreau propre de tout, sur un terreau si ancien qu'il ne se souvient plus, qu'il a tout oublié. Cette terre t'a reconnu parmi des milliers. Elle s'est rappelée tes petits pieds nus sur le bord de l'étang, tes pièges pour chasser les oiseaux et tes petits bouts de bois taillés. Elle s'est rappelée l'odeur de ton corps de petit garçon nu allongé sur son herbe et de tes genoux écorchés. Pour toi, elle a gardé soigneusement tous les galets qui te servaient à faire des ricochets. De toi, elle a tout gardé. Ton corps est un peu plié. Ton corps est son peuplier. Le spécimen, le prototype qu'elle envoie le vent faire danser pour éparpiller tes semences aux quatre coins du monde. Pour que ton pollen fertilise toutes les terres souillées et fasse pousser des milliers d'autres arbres et repeupler les forêts brûlées. Je ne sais plus ni quand ni comment c'est arrivé. Les 33 degrés Celsius et les 73% d'humidité sont partis avec toi. Ils ne me possèdent plus. La mer d'huile d'automne et les fleurs de grenadier sont un lointain souvenir, une image délavée, un souvenir qui ne me hante plus. Les 33 degrés Celsius et les 73% d'humidité m'ont laissé partir. Ils m'ont laissé partir quand ils t'ont laissé partir. Ils m'ont laissé les ranger dans l'album photo que je n'ouvre plus, ou si peu. Je ne leur appartiens plus. Plus rien ne me possède. C'est un petit bout du pays qui m'appartient à moi, qui est possédé par moi. Une branche d'un figuier où j'ai tellement grimpé qu'elle porte encore mon odeur. Une vague, une toute petite vague, où j'ai si bien plongé qu'elle porte encore le goût de ma peau. Un toit de maison à la montagne hanté par mes sauts. Un terrain vague en ville possédé par mes rires. Des bacs à fleurs d'immeubles, d'écoles, de rues tourmentés par mes milliers de noyaux et de pépins. Mon géant. Je n'appartiens plus à rien et je n'appartiens plus à nulle part. Je n'appartiens qu'à ces petites mains que je connais si bien. Je les reconnaîtrai parmi 1000. Je connais la douceur de la paume et la forme des doigts, qui sont de moins en moins potelés et de plus en plus longs. Je n'appartiens qu'à la douceur du dos de ses mains et à ses paumes soyeuses. Je n'appartiens qu'à ses 5 doigts qui tirent sur les miens et ouvrent la marche. Ses mains se jouent des frontières, elles se jouent des nostalgies, elles se jouent de la Méditerranée au-dessus de laquelle elles font aisément le grand écart. Elles se jouent de la Méditerranée qu'elles traversent quand bon leur semble. Ses mains sont le mélange. Ses mains sont le profane, ses mains sont le désordre, elles sont les nuances, elles sont les bémols, elles sont les saisons de transition, l'automne et le printemps à l'ouvrage, le printemps qui œuvre à générer un été inédit, à façonner les semences du possible. Merci beaucoup, merci Clémence Azincourt d'avoir prêté ta voix à la lecture de quelques extraits de Mauvaises Herbes. Merci Dima Abdallah. Merci à vous. Pour ce très très beau roman. Et je retiens une chose, que dans les nombreux déménagements que la fille fera au cours de sa vie, il y a 2 choses dont le tri est extrêmement facile. Ce sont les livres et les plantes, parce qu'il n'y a rien à jeter. Merci.
Merci beaucoup. Merci.